Mesdames et messieurs, bonsoir, chers étudiants, bonsoir. Bienvenue pour cet événement d'Oikos pour la Global Entrepreneurship Week 2021. Dans cette journée de l'innovation au service de l'environnement, nous allons aborder cette fameuse question de l'énergie. Je vais vous montrer un peu comment ça va se dérouler ce soir, se présenter, et ensuite nous allons passer directement à la présentation. Donc le planning, 10 minutes de présentation dans laquelle nous allons présenter Oikos et Enerdrape qui est notre invité ce soir. Ensuite nous aurons 30 minutes de discussion tous les trois et ensuite nous vous invitons bien évidemment à poser vos questions, que ce soit directement ici en présentiel ou sur YouTube pour ceux qui nous suivent à distance. Pour commencer, Oikos, qui est donc à l'origine de l'organisation de cet événement, bien sûr, avec tous les organismes qui sont autour, que ce soit HEC Espace Entreprise, le Hub, Innovation Time, etc. Donc rapidement, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas Oikos, c'est une association qui promeut la durabilité auprès principalement des étudiants en HEC et qui s'assure que tout le monde ait une notion de management et d'économie responsable, d'où l'intérêt de notre présence ce soir. Et je serai accompagné de Marion qui animera avec moi ce débat. Par la suite, notre invité de ce soir est Margot Pelletier, qui est donc la CEO et co-founder de Enerdrape et qui va nous dire quelques mots sur Enerdrape tout de suite. Bonsoir Margot. Bonsoir, merci pour l'invitation. Donc Margot Pelletier, CEO, cofondatrice de la startup Enerdrape. On est une clean tech spin-off de l'EPFL. Et donc on développe des panneaux géothermiques. Donc c'est des panneaux qui vont être installés dans des infrastructures souterraines, par exemple dans des parkings, pour récupérer de la chaleur renouvelable et donc, entre guillemets, utiliser des parkings souterrains, des métros, des stations de gare comme source de chaleur renouvelable pour les bâtiments et donc au service de la durabilité dans le monde de la construction. Magnifique. Et ça fait combien de temps qu'existe la startup aujourd'hui ? Alors, on a débuté le projet en 2019, début 2019, fin 2018, officiellement au registre du commerce cette année. Donc là, on se jette un petit peu dans le monde de la réalité actuellement. Mais oui, ça a commencé il y a à peu près 3 ans. C'est vraiment un transfert technologique de l'EPFL. Donc, il y a eu toute une partie R&D. Puis là, maintenant, on commence à développer nos premières installations pilotes, vraiment transformer ce prototype en produit réel pour pouvoir le vendre ensuite. Donc voilà. Magnifique. Et vous avez du coup déjà une petite équipe, j'imagine, qui travaille... Petite équipe, on recrute actuellement pour augmenter l'équipe. Ça commence à devenir assez important actuellement. On est 3 cofondateurs. Puis là, en ce moment, on a aussi 2 autres étudiants qui travaillent avec nous. Et on est en train de recruter activement 3 personnes là actuellement. Puis après, on a tous nos advisors à côté. Un étudiant dont un qui a fait HEC, si je ne me trompe pas, c'est bien ça ? Un étudiant qui a fait HEC, qui est toujours qui est en master HEC actuellement, si je ne me trompe pas. Incroyable. Passons donc du coup à la première question. Marion. Oui, donc du coup, bonsoir déjà. Et donc du coup, pour la première question, on se demandait un peu, parce que comme je pense que le milieu de l'énergie, ça doit être un milieu qui est assez compétitif, il y a beaucoup sûrement de technologies et d'entreprises qui sont déjà assez établies, assez stables. Comment est-ce qu'on fait pour se faire une place dans ce domaine assez compétitif qu'est l'énergie ? Oui, alors déjà dans l'énergie, c'est très vaste comme domaine. Nous, c'est très, par exemple, chaleur, climatisation. Quand on pense à l'énergie, on a tendance à parler surtout de l'électricité. Alors moi, ça m'énerve un peu parce que j'ai tendance à dire la chaleur, c'est pas très sexy, tout le monde s'en fiche. Mais pourtant, par exemple, aujourd'hui, dans nos bâtiments, 80% de l'énergie qu'on utilise, c'est pour le chauffage ou le frais, mais principalement le chauffage en Suisse. Donc c'est quand même très important. Et comment on se fait une place ? Donc c'est vrai que c'est pas facile parce qu'il y a beaucoup d'acteurs sur le marché et c'est un domaine très conservateur. Moi, au tout début, donc il y a 3 ans, quand je commençais à aller voir des potentiels clients pour essayer un peu de tester en fait la solution, je me disais mais tout le monde va vouloir utiliser nos panneaux, c'est génial, c'est plus durable, ça augmente, ça donne des sources d'énergie renouvelable, mais en fait j'étais très naïve, ça marche pas comme ça. Il y a quand même un momentum assez particulier qui pousse l'innovation dans ce domaine-là, mais ça reste un domaine très très conservateur. Moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on me demande toujours où est-ce que vous avez déjà installé. En fait, dans le domaine de la construction, c'est un peu tout le monde veut être les deuxièmes, mais personne ne veut être les premiers. Et c'est très difficile de passer cette première étape pour avoir ces premières références, en fait. Et pourquoi est-ce que quand tu as entrepris, logiquement, vu que du coup tu dis que l'électricité c'est le domaine principal de l'énergie, enfin c'est ce qui est le plus présent, pourquoi est-ce que tu t'es pas dit si je veux faire quelque chose qui fonctionne,
je vais aller dans l'électricité? Pourquoi avoir pris la chaleur en sachant que finalement c'était peut-être un peu plus challengeant? Parce qu'aujourd'hui, on cherche plus de solutions au niveau de la chaleur. Mhm. Et surtout, ça dépend un peu comment on voit l'entrepreneuriat. Mais moi, je ne me suis pas dit à la fin de mes études, j'ai envie d'entreprendre et je cherche une idée. Mhm. J'avais quelque chose dans les mains et je me suis dit, bon, moi, je vais essayer de l'amener plus loin. Je pense que si je ne l'amène pas plus loin, ça va rester dans le laboratoire, ça ne va jamais sortir ou trop tard. Donc, ce qu'on faisait, ça faisait de la chaleur. Donc, je suis partie dans la chaleur. Donc ça veut dire que fondamentalement, partir sur quelque chose de plus petit, c'est pas forcément une mauvaise idée, parce que souvent, quand on veut entreprendre, on se dit, bah, tiens, il faut que j'aille dans le secteur Non. le plus grand. Ou... Alors, en fait, généralement, c'est plutôt l'inverse. Vaut mieux essayer de viser une niche. Mhm. Par exemple, nous, aujourd'hui, on vise les parkings souterrains, alors qu'on pourrait installer dans d'autres endroits. D'accord. Parce que c'est une niche, et l'idée, c'est toujours d'essayer de démontrer son potentiel, sa solution, d'avoir la plus grande part de marché dans sa niche, pour ensuite aller voir d'autres secteurs, en fait. Ok, donc c'est vraiment progressif. Au début, on commence à basse échelle, et à la fin, peut-être, si ça fonctionne bien, on s'attaque à ce qui est plus... Je pense que c'est quelque chose d'assez important dans ce domaine-là, dans tous les domaines quand on entreprend et dans les startups. Si on cherche à faire tout trop vite, on ne va pas y arriver. Magnifique. On y reviendra après sur ces questions d'entrepreneuriat, mais c'est déjà très intéressant. On passe à notre prochaine question. Est-ce qu'entreprendre aujourd'hui devrait se faire uniquement au service de la durabilité? Donc, on a beaucoup ici à l'Université de Lausanne, notamment une des campagnes du Hub Entrepreneuriat et Innovation, qui est de, si vous voulez créer le futur que vous voulez, en l'occurrence le futur durable. Et on nous dit souvent qu'il faut aujourd'hui, c'est un peu aberrant, entre guillemets, de ne pas entreprendre dans quelque chose qui ne serait pas durable. Est-ce que c'est évident qu'aujourd'hui, il faut faire de l'entrepreneuriat durable? Alors oui et non, je pense que c'est important, ça c'est sûr. Je pense que je ne peux pas dire que c'est pas important. Après, parfois, on peut répondre aussi à des problèmes qui ne sont pas forcément liés à la durabilité aujourd'hui ou au changement climatique, qui est aussi, il ne faut pas se leurrer, il y a quand même aussi d'autres problèmes sur la planète. Mais je pense qu'il faut toujours intégrer, même à l'échelle de la start-up et de l'entreprise, une vision durable. Parce qu'au final, durabilité, ce n'est pas forcément les énergies renouvelables ou le changement climatique, mais c'est aussi d'avoir une certaine durabilité au sein de son équipe, de l'entreprise, des process qu'on entreprend, etc. Donc je pense que dans ce sens-là, oui, ça doit être une nécessité d'entreprendre soit de façon durable, soit dans le domaine de la durabilité. Donc du coup, quand vous avez fait votre solution, c'était plutôt pour améliorer quelque chose qui existait déjà, c'est-à-dire on pouvait déjà se chauffer, etc. Mais vous avez voulu changer ce qui faisait déjà pour quelque chose de plus durable. Donc ça veut dire que c'est peut-être une bonne façon d'approcher les choses, c'est-à-dire de prendre ce qui existe déjà et d'essayer de proposer une alternative. Oui, ça peut. Je dirais ça dépend vraiment des. Je pense que ce qui est important, en tout cas pour moi, dans l'entrepreneuriat, et malheureusement, à mon sens, il y a beaucoup d'entreprises qui ne. C'est pas le cas. Il ne faut pas essayer de créer un besoin. Il faut répondre à un problème. C'est ça. C'est qu'il faut apporter une solution durable, si possible, à un problème. Donc, si on se dit, je veux juste essayer de vendre je ne sais quoi, juste parce que c'est durable, c'est plus durable, mais en fait, on crée un espèce de besoin, je pense que c'est pas forcément la meilleure solution. Donc après, il faut répondre à une solution. Soit ça peut être une solution alternative comme nous, soit ça peut être un changement, un autre changement. Ça peut être plein de choses. Ça peut être un autre business model qui va rendre les choses plus durables, plus efficaces. Ça peut être plein de choses. Mais je dirais que pour moi, le plus important, c'est répondre à un problème. Et à mon sens, il y a certains entrepreneurs qui ont tendance à l'oublier, ou de start-upers, je dirais, qui ont tendance à l'oublier. Absolument. C'est souvent un peu ce cliché de se dire je vais faire de l'entrepreneuriat parce que ça rend bien, je vais avoir plein d'argent, etc. Mais non, en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. C'est pas trouver la solution du siècle. C'est répondre d'abord, avant tout, à un problème, finalement. C'est ça. Oui, c'est ça. Et puis bon. Après, dans le domaine de la durabilité, il y a un certain momentum actuellement. Je pense qu'il y a des gens qui veulent fondamentalement faire des choses dans ce sens-là, et il y a d'autres personnes, c'est un peu du greenwashing, quoi. Ça n'a pas de sens. Donc répondre à un besoin, et si possible, à un besoin ou à un problème, et si possible de façon la plus durable possible. Dans le sens où aujourd'hui, la plupart des problèmes sont des problèmes environnementaux, parce que du coup, on arrive quand même de plus en plus à un point de non-retour.
Du coup, dans l'idée que, vu qu'on doit répondre à un problème, c'est logique que l'entrepreneuriat se fasse de plus en plus au niveau durable, parce que les problèmes aujourd'hui impliquent qu'on réponde de manière durable. Et il y a peut-être un travail qui est à faire en amont de bien identifier un problème, parce que du coup, c'est comme ça qu'on arrive peut-être à du greenwashing en résolvant des problèmes qui ne sont pas si fondamentaux que ça. Comment est-ce qu'à Inerdrive, vous avez fait pour identifier le bon problème au bon endroit? Comment ça s'est passé un peu tout ce processus? Alors nous, en fait, ce qui s'est passé, c'est la technologie de base qu'on utilise, elle avait déjà été développée au laboratoire D'accord. et elle a été déjà implémentée, enfin elle est toujours implémentée, et elle avait certaines limitations et on voyait qu'il y avait certains aspects qui bloquaient. Ouais, qui bloquaient. Et puis, donc c'est un peu de là dont est venue l'idée de changer un petit peu la technologie, d'apporter des choses qui soient plus pratiques pour les installateurs, pour que ça pénètre au final mieux le marché. Et puis moi aussi, entre mon bachelor et mon master, j'ai travaillé dans l'énergie. Et du coup, j'ai pu aussi faire le lien avec beaucoup d'autres problèmes qu'ont les ingénieurs aujourd'hui en énergie. Par exemple, on prend un bâtiment dans une ville, on doit le rénover, c'est cool, je vais le rénover. Mais il faut trouver des sources de chaleur. C'est bien beau de dire je vais enlever ma chaudière à gaz et puis je vais mettre du renouvelable, mais il faut y avoir accès, il faut trouver les sources. En fait, il y a beaucoup de challenges de ce côté-là. Et Nerdrep est utilisé justement, c'est faciliter un peu l'accès à des sources de chaleur souterraines. C'est pas la solution qui va résoudre tous nos problèmes, hein, mais ça participe, ça leur donne un outil de plus. Et ça participe à la transition énergétique des bâtiments et surtout de l'accélération de ce processus-là. Il y a quelque chose que j'ai trouvé très intéressant dans ce que tu as dit par rapport à du coup, ton bachelor et ton master. C'était cette idée que c'est pendant tes études en fait, que tu as pu identifier certains problèmes. On a souvent des étudiants qui disent ouais, mon bachelor, mon master, j'ai pas appris grand-chose, c'est pas assez utile que ça. Mais je pense qu'il y a toujours quelque chose à trouver dans ce qu'on nous enseigne et dans la théorie qui va nous amener à penser à des problèmes. Et du coup, c'est ce qui, toi, t'es arrivé, c'est ça? Oui, c'est ça. On m'a donné des outils au final pendant mes études. Puis moi, j'étais peut-être moins... comment dire? C'est pas que j'aimais pas ce que je faisais, mais il me manquait une dimension plus énergie dans mon bachelor. Donc j'ai décidé de faire cette pause pour aller explorer un peu ce domaine-là. Qui a été en tout cas un succès pour moi. Puis après, j'ai aussi la chance de faire pas mal de projets interdisciplinaires qui m'ont permis de toucher aussi à plein d'autres choses. Et je pense que ça a beaucoup participé au fait qu'on se lance juste après les études et qu'on n'attende pas de travailler dans un bureau normal, etc. avant. Donc ça veut dire l'interdisciplinarité, c'est un mot important, je pense que tu as évoqué, c'est qu'on ne peut pas faire un projet entrepreneurial si on n'a que des gens qui font de la finance ou que des gens qui font de la géothermie, où il faut toujours de tout. Il faut toujours de tout, oui. Au début, on peut se débrouiller. Là, c'est un petit peu ce à quoi on est face aujourd'hui, c'est qu'on a les trois cofondateurs, on est des ingénieurs, on est assez techniques. Moi, j'ai eu la chance d'apprendre beaucoup de choses pendant ces 3 années et je fais plus tellement de technique. Mais là, ça devient vraiment clé de vraiment diversifier les skills au sein de l'équipe, d'où aller chercher des étudiants en HEC. On avait aussi un autre employé qui était dans un autre domaine. On a aussi des gens, par exemple, de la aide qui nous aident. Il y a un peu tous les aspects qui se combinent au bout d'un moment et je pense que c'est ça qui fait la force d'un projet entrepreneurial, ça c'est sûr. Et c'est quoi la motivation principale des gens qui travaillent pour Inerdrive? C'est cette volonté de vouloir essayer de contribuer un peu à leur manière à changer quelque chose ou se faire une expérience? J'imagine, bien sûr, ça varie en fonction des profils, mais de façon générale. C'est un tout. Après, je pense souvent, que ce soit du côté de nos advisors ou les gens qui travaillent avec nous, s'il y a un peu ce côté coup de cœur, un peu du projet. Ah, j'aime bien ce que vous faites. Ah, je trouve là, c'est vraiment tout à coup, quelqu'un aime ce qu'on fait, il croit, pense que c'est un intérêt et du coup, on intègre l'équipe. Je pense que cet aspect coup de cœur est assez important. Il faut croire en ce qu'on fait et il faut être les cofondateurs, je pense qu'on va en parler après, mais doivent être particulièrement passionnés. Mais oui, il faut croire en ce qu'on fait. Parce que si on se dit juste, je veux faire ça parce que je veux... Enfin, on peut hein, mais on va pas durer dans le temps, je pense. Donc la passion avant tout, finalement, c'est toujours ça qui revient. Un petit peu. Voilà. Je vais revenir un peu sur la question, je me suis un peu égaré, désolé, c'était très intéressant. J'aimerais aborder un côté un peu plus technique aujourd'hui pour les personnes qui ont un peu parlé de durabilité autour d'eux. Il y a parfois un peu ce débat de quand on parle de technologie,
cette fameuse notion de l'effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est que quand on développe une nouvelle technologie, potentiellement, on va pouvoir favoriser l'utilisation des anciennes technologies. Et du coup, les émissions carbone vont augmenter et du coup, ça sera un peu contre-productif. C'est-à-dire qu'il y a cette idée-là que si jamais je fais une voiture électrique, peut-être que les gens vont beaucoup plus consommer les voitures diesel et du coup, ça sera complètement contre-productif. Donc, c'est ce qu'on appelle l'effet rebond en technologie. Et je pense que c'est applicable à Energy parce que c'est un problème qui vous parle. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous êtes attentif ou pas encore? Alors oui, on est attentif. Après, dans notre cas particulier, on a la chance de ne pas trop avoir ce problème. Après, ça vient vraiment du fait qu'il y a beaucoup de législations qui se mettent en place, d'interdictions au niveau des... Je pense que de ce côté-là, les gouvernements et tout le... Comment on appelle ça? Le legal framework, je ne sais pas comment dire. Le cadre légal. Le cadre légal, il va beaucoup jouer parce que justement, ça va permettre de stopper en fait ces problèmes d'effet rebond. Après, oui, ça dépend. Là, c'est peut-être un peu, comment dire, moins applicable. Ouais, dans notre cas, on a de la chance où on sait qu'on ne va pas pouvoir utiliser plus de mazout, plus d'huile de chauffage. Donc, de toute façon, on a besoin de développer plus de technologies comme la nôtre. Après, c'est peut-être un sujet un peu plus politique, mais c'est vrai que, par exemple, les nouvelles directives de l'Europe, de se dire on va passer tout à l'électrique, ça veut dire qu'il y a plein potentiellement de voitures qui ont été fabriquées, il y a peut-être des gens qui vont jeter entre guillemets leur voiture pour passer à l'électrique. Ça fait pas forcément beaucoup de sens non plus. Je pense que c'est toujours pareil, il faut toujours trouver un peu un juste milieu. Nous, on a la chance qu'on ne change pas de système de chauffage comme ça. On n'a pas ce côté consommateur où j'ai envie de changer mon système de chauffage, je le change, c'est possible, mais c'est très rare. Donc généralement, ils l'ont bien utilisé jusqu'à la fin, et c'est vraiment qu'après qu'ils se lancent dans une rénovation. Donc on a de la chance d'avoir un peu moins ce problème-là, mais c'est vrai que c'est un problème qu'il y a, je pense surtout sur les biens de consommation. C'est un problème qui peut être assez récurrent dans d'autres applications, et il faut y faire attention. C'est pour ça qu'il faut regarder toujours l'image en entier, quoi. Absolument. Et une dernière question par rapport à ça, c'est tu as parlé du coup du cadre légal. Alors on a plusieurs événements dans la semaine qui sont autour de la législation, on ne va pas empiéter sur ça, mais dans l'idée qu'il y a quand même une législation qui se met en place pour protéger autant les nouvelles innovations, qu'elles soient durables et toutes ces choses-là du coup autour de l'effet rebond en particulier ou ce genre de façon générale. Oui, je pense que particulièrement dans le domaine de l'énergie, on a de plus en plus j'ai du mal à trouver les mots en français aujourd'hui. Les incentives. Les incitations. Des incitations, merci. Il y a de plus en plus d'incitations pour que ce soit des réductions, des rabais, des choses comme ça, pour mettre en place des technologies plus durables. Et honnêtement, là maintenant, c'est un petit peu en train de changer, parce que les technologies durables sont en train de devenir assez compétitives. Mais c'est vrai que pour typiquement les panneaux solaires, donc tout ce qui était photovoltaïque avant, sans les incentives, ils auraient eu beaucoup de mal à pénétrer le marché, parce qu'ils auraient été trop chers. Donc ça aide beaucoup. Et particulièrement dans le domaine de l'énergie, et on voit, et ça c'est bien, on voit qu'il y a vraiment un mouvement européen et mondial dans ce sens-là. Ça c'est très intéressant, ça veut dire qu'on a beau avoir l'idée durable de façon générale, s'il n'y a pas un cadre politique derrière qui pousse avec ses incitations économiques, etc., c'est difficile de développer cette idée. C'est pas impossible, mais ça peut être plus difficile. Ça dépend. Mais c'est vrai que je pense que typiquement développer ce qu'on fait maintenant, il y a 10 ans en arrière, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Ouais. Et du coup, c'est peut-être ces incitatifs, etc., dont tu parles, et ces législations aussi, ça concerne donc plutôt les nouveaux bâtiments qui sont construits, ou est-ce qu'au niveau des bâtiments déjà existants, il y a aussi des choses qui se font, ou bien c'est un peu... Dans les deux sens. Il y a eu si vous voulez, il y a eu un peu une première vague de mise en place de législation qui s'est fait exclusivement sur les nouveaux bâtiments, parce que c'est plus simple, c'est toujours plus simple. Mais le plus gros du marché, on le voit bien autour de nous, tous les bâtiments ils sont déjà existants, et il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place sur l'existant. Après, c'est ça, je pense que c'est aussi assez...
challenging pour les gouvernements parce qu'il ne faut pas trop poser de cadre légal parce qu'après sinon on met trop de contraintes et s'il y a trop de contraintes, ben, on n'avance pas, on reste juste là où on est et on n'essaye pas d'avancer. Donc il faut vraiment trouver cet équilibre en fait. Mais il y a de plus en plus de choses qui se mettent en place pour la rénovation, heureusement. Ok, ouais. Magnifique, on a passé beaucoup de temps sur cette question, je suis désolé. C'était assez intéressant. Marion, je te laisse avec plaisir la suite. Donc du coup, pour revenir un petit peu peut-être plus sur le sujet de l'entrepreneuriat aussi, comment est-ce qu'on fait pour se démarquer en étant entrepreneur dans le domaine de l'énergie, des entrepreneurs dans d'autres domaines qui paraissent peut-être plus attractifs au premier abord que l'énergie? Bah, comme je disais, il faut avoir un peu le coup de cœur de certaines personnes. C'est vrai que c'est pas toujours facile, même s'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la clean tech, dans l'environnement, et c'est très bien. On en avait discuté, mais c'est vrai que, bah voilà, par exemple, on va faire un pitch devant plein d'investisseurs. Ils ont le choix d'investir dans une start-up medtech qui garantit, enfin là, qui va guérir le cancer. Et nous, il y a toujours le côté un peu pathos. Et on se dit, on va pas y arriver. Donc c'est vrai que c'est plein de choses. Après, c'est très subjectif au final. Quand les startups ou les entrepreneurs, on est tous dans des domaines différents, c'est plus difficile de se démarquer. C'est vrai que quand on est dans le même secteur, enfin comme toute entreprise, même la petite boulangerie qui est en compétition avec toutes les boulangeries, ben voilà, elle va être mieux pour telle et telle raison, et c'est assez clair. Mais c'est vrai quand on commence à être en concurrence avec d'autres domaines, et moi j'ai tendance à dire ça, typiquement le médical, c'est toujours un peu difficile de... Voilà, je vais rendre la vie aux aveugles, je vais le grand rire concert et puis je vais mettre des panneaux pour faire de la chaleur renouvelable. Voilà, c'est moins sexy, entre guillemets. Après, chaque investisseur ou chaque personne a son propre feeling et ses propres intérêts aussi. C'est aussi pour ça que je pense que pour se démarquer, pour vraiment avoir du succès, il faut bien connaître son secteur. Et il faut s'entourer de gens qui connaissent bien ce secteur aussi. Parce que c'est vrai que si j'essaye de lever des fonds auprès d'un investisseur qui fait que du médical, on est très différents, il ne va pas comprendre. Et typiquement, que ce soit médical, clean tech ou peu importe, il y a vraiment ce décalage, par exemple, entre le hardware et le digital. Aujourd'hui, le digital, le software, ça a beaucoup d'essor. Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui pensent que start-up égale software. Moi, on me demande une fois sur deux, vous développez quoi comme app? C'est pas tout à fait ça ce qu'on fait. Mais, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout les mêmes croissances non plus. Et puis ça, c'est vrai que c'est difficile quand on discute avec des personnes qui sont habituées au software, ils comprennent pas qu'on ait un sales cycle de 1 an, ils comprennent pas qu'on est dans un domaine conservateur, donc il faut aussi vraiment parler à des gens qui connaissent le domaine dans lequel on va évoluer. Et donc du coup, au niveau des investisseurs, comment ça se passe? Enfin, il y a tous les investisseurs qui sont intéressés par tous les domaines, ou bien comme tu dis, c'est plus c'est un peu des gens qui ont des spécialités dans des domaines ou Généralement, ils ont un peu des secteurs privilégiés. Après, ça dépend parce qu'il y a vraiment les investisseurs individuels, les business angels. Donc là, ça peut être une personne qui a juste un coup de cœur, ça l'intéresse, mais qui en fait ne vient pas du tout de ce domaine-là. Ça peut être, après, il y a tout ce qu'on appelle les venture capitalistes. Donc après, ils sont de plus en plus spécialisés. Après, il y en a qui ont des portfolios divers et variés. Ça dépend un peu. Après, généralement, on essaye de justement se focaliser vers des investisseurs qui partagent les mêmes valeurs et qui connaissent un peu le secteur pour avoir le plus de chances de les convaincre. Ouais, ok, ouais, d'accord. Il y a cette idée que les investisseurs, leur objectif à eux, c'est faire de l'argent. Et du coup, peut-être que les startups médicales ont une croissance plus rapide ou comment ça se passe? C'est quoi l'avantage en fait? Bien sûr, il y a cette idée de oui. On ne peut pas dire non à quelqu'un qui veut guérir le cancer, c'est évident. Mais est-ce qu'au-delà de ça, il y a un argument financier qui explique pourquoi est-ce que les startups médicales... C'est pas plus rapide, parce que passer tous les FDA, toutes les régulations, les tests cliniques, etc., ça prend des années.
C'est un peu big risk, big money. C'est un peu ça dans Ok. le médical. C'est que ça prend plus de temps, il y a plus de risques, mais par contre, le marché, enfin, on est dans le domaine, on est en Suisse, hein, pharmaceutique, c'est tout de suite beaucoup d'argent à la clé. Après, c'est un peu la même chose dans le software. Enfin, on voit là les dernières startups software qui se sont développées, c'est tout de suite des gros chiffres assez rapidement. Donc c'est vrai que si on est face à un investisseur qui cherche du rendement assez rapidement, il va plutôt aller vers du software. S'il veut voilà, plutôt du big money, il va plutôt aller vers du médical. Après, voilà, c'est pour ça que maintenant, il y a de plus en plus d'investisseurs qui spécialisent dans le durable, qui vont peut-être chercher des retours sur investissement sur le plus long terme. Ou alors, on voit au final dans le domaine de la clean tech, à la fin, il y a souvent de plus en plus des industriels ou des potentiels clients ou partenaires qui en fait investissent dans des technologies pour les booster parce que vraiment, c'est un intérêt pour eux. Et ils ont besoin qu'elles arrivent sur le marché plutôt que juste à chercher en fait un retour financier sur la start-up. Ça veut dire que, pour résumer, moi, je ne m'y connais pas du tout en médecine. Et pourtant, si un jour je veux lancer ma start-up, ça me fait un peu peur parce que du coup, quand je t'entends, je me dis, oula, mais ça va jamais marcher, quoi. Tous les investisseurs que je vais aller voir, ils vont préférer mon voisin qui a fait médecine et qui a préféré sa solution ou... Ça dépend. Si tu veux mettre une nouvelle molécule sur le marché, ça va être compliqué de les convaincre, ça c'est sûr. Mais ça dépend. Il n'y a pas de recette magique pour réussir. Hein. Sinon, ou alors il faut me la donner. Moi, je la veux bien, mais c'est une combinaison de plein de choses. Il y a avoir une équipe solide, avoir une bonne idée, bien connaître le domaine dans lequel on va être. Et après, au niveau des investisseurs, il y a aussi le feeling. Tout à coup, il y a un contact. Il y a quand même ce côté, peut-être moins chez les venture capitalistes, où là, ils vont peut-être aller chercher de l'argent. Après, ça dépend lesquels. Parce que maintenant, il y a des venture capitalistes qui se voient beaucoup plus comme des membres de l'équipe qui apportent leurs skills, leurs connaissances. Donc, il faut pas tout généraliser non plus. Mais après, il y a vraiment le côté humain. Il y a un investisseur qui va préférer Margot à Hugo et un autre qui va préférer Hugo à Margot. Et puis voilà, heureusement, il y a quand même, il n'y a pas que des chiffres, il y a quand même d'autres choses derrière. Oui. C'est un processus finalement assez long de trouver le bon investisseur, en fait. Oui. C'est ça la conclusion. Et il me semble que récemment, avec Enerdrave, vous avez postulé un concours de start-up qui est le prix Stratégis, organisé par HEC Espace Entreprise. Sachant tout ce que tu as dit, comment tu arrives à te dire, ok, je vais quand même continuer à essayer des concours, alors que potentiellement, il y aura peut-être d'autres médicales, etc. Il y a quand même toujours une plus-value à faire un concours pour une start-up de façon générale ? Bah oui, quand même. Après, oui, il y a toujours... Il faut trouver l'équilibre parce que c'est vrai que parfois on a l'impression de passer plus de temps à appliquer à des concours, enfin à candidater à des concours que de développer son produit. Donc il faut trouver l'équilibre. Après, le problème c'est que il faut avoir de la visibilité, il faut avoir de l'argent pour développer ce qu'on veut. Donc il faut trouver le juste milieu. Donc c'est toujours bien de candidater à certains concours, certains prix. Après on fait quand même un peu au tout début on participait à tout ce qu'on pouvait. Maintenant on fait un peu plus le tri. On voit là où ça peut nous apporter des avantages. Il y a un peu là on regarde plus le retour sur investissement, combien de temps je mets à candidater, qu'est-ce que je peux avoir en retour, les chances que j'ai. On fait quelque chose d'un peu plus structuré maintenant parce qu'on n'a pas le temps de se perdre dans 42 000 concours. Ouais, j'imagine bien. L'idée d'un concours, c'est plutôt pour gagner en visibilité finalement ou... Ça dépend des concours. Il y en a, alors c'est toujours la visibilité, c'est toujours une reconnaissance en plus, donc ça toujours. Et il y en a d'autres, ça va être, il y en a d'autres, il y a des prize money, d'autres ça va être, on intègre. Là, par exemple, on va aussi participer à une grosse compétition européenne en décembre. Là, il y a beaucoup de visibilité par rapport aux investisseurs. Il y a beaucoup d'investisseurs, beaucoup de contacts. Donc, ça dépend. Parfois, c'est vraiment le côté plutôt contact. Parfois, c'est le price money. Exact. Parfois, c'est juste la visibilité. Ça dépend un peu. Magnifique. Marion, quelque chose à ajouter ?
Non, je crois que ça va. C'est très intéressant ce côté un peu concours de comment savoir, se démarquer, etc. Je pense que c'est assez intéressant parce que c'est pas forcément au début on se dit quand on va commencer une start-up, ça va être super, mais on pense pas forcément à tous ces éléments-là. Donc oui, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. J'imagine bien. D'ailleurs, ça nous amène à notre dernière question. J'en profite pour vous rappeler que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les taper directement en ligne ou ici, du coup, on prendra vos questions en présentiel à la fin. Cette dernière question, quand on l'a préparée, on trouve ça très intéressant. C'était cette idée... moi, j'ai toujours un peu cette vision que l'entrepreneur, c'est celui qui prend un peu des risques parce qu'il sort un peu... Bon, après, il y a plein de visions, mais de sa zone de confort, dans le sens où tu pourrais avoir, j'imagine, facilement un travail un peu plus classique, si on peut dire. Et j'ai toujours un peu cette fascination pour les entrepreneurs de se dire, mais pourquoi est-ce qu'on va se mettre comme ça dans un risque pour son idée, pour être soi-même son propre patron ou patronne, bien évidemment. Et pourquoi, en fait? Comment est-ce qu'on tient le coup? Et toutes ces questions autour de l'entrepreneuriat. Alors, c'est vrai que des fois, moi, c'est une question que je me pose. Je me dis... Pourquoi je peux aller travailler dans un bureau d'ingénieur normal, on me dit quoi faire, je n'ai pas besoin de me prendre la tête. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses. Déjà, c'est le fait de voir quelque chose de A à Z. Souvent, c'est son idée. Enfin, voilà, moi, honnêtement, il y a 3 ans, c'était un peu un bout de recherche, etc. C'était pas une idée très, très mature. Enfin voilà, peut-être que si on m'avait... Enfin, je cherchais pas, mais je me voyais peut-être pas forcément dans 5 ans encore dans Enerdrive. Maintenant, c'est mon bébé. Voilà, je veux pas... J'aurais du mal à le donner à quelqu'un d'autre. Mais... donc, je pense qu'il faut être passionné, ça c'est sûr. Après, c'est les montagnes russes. Parfois, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parfois, c'est génial parce qu'on a aussi un retour de tout ce qu'on fait. La première fois où on voit son prototype, c'est génial, etc. Puis après, il y a des moments de mou où il n'y a rien qui se passe, où on attend sur tout le monde. Et c'est un peu frustrant. On a l'impression qu'on n'avance pas. Puis c'est sûr qu'en plus, quand on est une start-up, on a souvent un peu voilà, on n'a pas de l'argent pour 2 ans, donc il faut que les choses avancent. Donc il faut savoir gérer ça. Mais il faut croire en ce qu'on fait de nouveau, faut être passionné. Mais après, ce qui est très motivant, c'est de se dire qu'on crée quelque chose par nous-mêmes. Enfin, je pense que c'est un peu... Je sais pas, mais c'est un peu... Maintenant, on peut faire un peu des meubles tout seul. Voilà, même si on a fait une toute petite chaise, on est content parce que c'est nous qui l'avons fait. Enfin, c'est un peu le même... je pense que ça convient pas à tout le monde. Il y a des personnes qui... Enfin, et c'est normal. Il y a des personnes qui ça n'intéresse pas et voilà. Mais c'est vrai que cet objectif, ce prix à la fin est le plus important. Je pense que ça dépend après des entrepreneurs, mais je pense que faut pas avoir comme objectif d'avoir plein de succès. Si on en a, tant mieux. Mais c'est vraiment de se dire, j'ai une idée, je veux l'amener jusqu'au bout, je pense qu'elle a de l'intérêt et je veux la concrétiser. Et puis ça, c'est le meilleur des récompenses. Puis ça couvre un peu tous les moments de bas qu'on a parfois. C'est intéressant, c'est cette idée que finalement, bon, toi du coup ça t'est pas arrivé, mais il faut vraiment être passionné encore une fois, de se dire, voilà, ça, c'est moi qui l'ai fait en fait. Je pense que c'est ça qu'on n'a pas forcément quand on travaille dans une entreprise, de se dire, ça je l'ai fait, mais c'est entre guillemets pour quelqu'un d'autre ou quoi, alors que là, toi, ce que tu fais, tu te dis, comme tu as très bien dit, si je réutilise tes mots, c'est ton bébé. Oui. C'est vraiment cette idée-là de vouloir créer quelque chose qui est à toi et c'est inestimable. Oui. En tout cas, c'est mon avis. Après, je pense que ça dépend beaucoup de chaque personne. De chaque personne. Ça dépend aussi des métiers. Moi, je suis ingénieur civil à la base. Au final, quand on commence à faire le prédimensionnement d'un bâtiment et quand il se construit, je pense que c'est aussi... c'est moi qui l'ai fait. C'est aussi ça. Il y a une certaine réalisation. Je pense qu'on est quand même content. Mais c'est de le faire quelque chose par nous-mêmes et surtout faire
faire quelque chose auquel on croit et se dire qu'on peut... Alors bon, ce serait mentir de se dire qu'on maîtrise tout, parce que souvent, on doit quand même adapter pas mal de choses pour que ça convienne aux autres. Mais oui, il faut être passionné, croire en ce qu'on fait, parce que voilà, c'est sûr que si on croit pas ou si on veut faire des trucs classiques, on veut pas se prendre la tête, faut pas faire ça. Enfin, ou alors pas dans ce domaine-là, peut-être dans d'autres domaines, mais pas dans ce domaine-là. Je pense que ça peut être aussi un apprentissage un peu. Est-ce que c'est plus... J'ai l'impression que ça peut être plus varié peut-être. Quand on est entrepreneur, on va peut-être toucher un peu plus à plein de choses aussi que dans un métier où on aurait peut-être un cahier des charges assez précis. Est-ce que du coup, ça c'est aussi un côté positif pour toi Oui, alors ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Et puis il faut être très polyvalent, on touche à plein de choses, on a plein de casquettes. Après, c'est épuisant parfois parce que voilà, on a plein de casquettes. Mais c'est aussi très valorisant. Et honnêtement, moi, je ne suis pas tout le temps super motivée et super passionnée. Il y a des fois où je me dis, oh là là, pourquoi je fais ça ? Mais c'est vrai que je me dis, ou des fois je me dis, ah, mais est-ce que je ne devrais pas plutôt travailler dans du technique ? Parce que nous, quand on est ingénieur, on apprend beaucoup à l'école, mais la plupart des choses qu'on apprend, c'est sur le tas. Donc tu te dis, ah, je vais pas développer mon expertise technique. Mais après, je me dis, je discute aussi avec d'autres personnes, des entrepreneurs, des amis, et je me rends compte de toutes les autres choses que je fais, toutes les autres choses que j'apprends. Et je me dis, mais en fait, ça typique, que EnerDrep marche ou marche pas, ça, que ça soit, je sais pas, dans 1 an, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, c'est toujours quelque chose que je pourrais valoriser. Il n'y a aucun autre ingénieur qui aura levé X francs, qui aura pitché, qui aura fait ci, qui aura fait ça. On touche à tout. Après, ça dépend, mais surtout quand on est fondateur, au début, on fait tout et on apprend énormément. Et ça, c'est de toute façon quelque chose qu'on pourra valoriser par la suite. Moi, une fois, on m'a dit monter ta start-up, c'est l'équivalent de faire un MBA. Donc, en termes d'investissement, je pense que ça coûte un peu moins. Selon où on va, ça coûte moins cher. Et dernière question, mais moi, je me demande, il y a beaucoup... moi, je suis quelqu'un qui fonctionne beaucoup par schéma. Mais dans l'idée, est-ce que toi, tu recommanderais, bien sûr, c'est ton avis, mais de commencer par l'entrepreneuriat ou d'abord d'essayer d'aller dans une entreprise, puis ensuite, une fois que tu as le temps, l'argent, que tu es un peu bien, tu quittes et tu lances ton... Ou ça se sent, j'imagine que tu vas me dire, c'est un peu comme on le sent, ou qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que c'est un peu comme si on a l'opportunité, il faut y aller. Je pense que ça dépend de l'opportunité. C'est vrai que moi, c'est quelque chose dont, personnellement, ça m'a beaucoup, au début, je me posais beaucoup de questions par rapport à ça. Je me sentais pas forcément légitime. Je me disais, ah, mais j'ai pas travaillé avant. J'avais un peu ce qu'on appelle le syndrome de l'imposteur. Voilà. Puis voilà. Puis après, au final, j'ai discuté avec d'autres personnes qui me connaissent bien, qui sont dans le domaine et qui m'ont dit, bah, mais quoi, Margot, tu aurais travaillé 3 ans dans un bureau et puis tu aurais lancé la même chose. Donc là, t'as la chance de le faire tout de suite, fais-le tout de suite. Parce que peut-être que dans 3 ans, ça marchera moins, il y aura quelqu'un d'autre, on ne sait pas. Donc je pense que ça dépend de l'opportunité. Faut pas se mettre de barrières. Moi, je sais que j'avais, même personnellement, et où j'étais aussi très schéma, à la fin de mon master, je me disais, je vais faire ci, je vais faire ça, oui. Pas du tout. Donc, même au tout début où cette idée a émergé, j'étais à un maximum 1 an. Après, je vais travailler, je vais faire des trucs vrais. Voilà, ça 3 ans après, je sais pas. Donc il faut pas, je sais pas. Faut marcher à l'opportunité, je pense. Surtout quand on est... Au final, être entrepreneur, c'est aussi saisir les opportunités là où on les voit. Donc, Magnifique. C'est exactement ce que j'espérais comme réponse. Marion, quelque chose à rajouter ? Non, je crois que c'est tout bon. C'est très intéressant. Ouais. Merci beaucoup. Donc, du coup, c'était notre dernière question. Donc, merci beaucoup déjà pour tous ces sujets très intéressants dont on a pu discuter. Du coup, on va passer un peu maintenant à la phase avec vos questions. Donc, n'hésitez pas à nous transmettre vos questions et on les transmettra aussi. Comme ça, on pourra continuer la discussion. Alors, qui se lance ? C'est toujours ça la question au début. Oui, magnifique. Oui. Alors, on a une première question de Lina qui suit en ligne la conférence. On retransmettra arrive avec le micro. Ouais. Magnifique, merci beaucoup.
Donc une première question de Nina en ligne qui demande, du coup ça rejoint un petit peu ce dont on parlait, si avant de se lancer dans ce projet, vous étiez déjà projetée en tant qu'entrepreneuse. Pas du tout. Pas du tout, zéro. Je suis très honnête, hein, mais pas du tout. Mais maintenant, je reviendrai pas du tout en arrière. Mais c'est vrai que c'est drôle parce que moi, je me projetais pas comme ça. Mais j'ai beaucoup de personnes proches de moi qui m'ont dit qu'eux avaient vu une entrepreneur dans l'âme, mais ils m'ont peut-être même poussé au début à faire ça, alors que personnellement, je ne me voyais pas spécialement comme ça, non. Du coup, c'est intéressant bah, aussi. Super, alors. Elle enchaîne encore une autre question de Nina, du coup, sauf si quelqu'un Ouais, veut intervenir entre-temps. Moi, je veux bien. Je trouve ça intéressant, ça rejoint un peu quelque chose dont on parle souvent, notamment chez Oikos, c'est cette idée de l'éducation. Du coup, tu dis que tu n'en as jamais entendu parler avant, et nous, on se dit parfois, ouais, ça serait bien de mettre ça en avant. Il y a notamment des cours en HEC et à l'EPFL qui parlent de ça. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose d'essentiel? A priori, ton parcours dirait que non, puisque tu n'as pas eu plus que ça d'incitation, et quand même, aujourd'hui, tu as créé ta start-up. Oui. Bon, après, j'ai fait des cours, hein, du coup. Ok. Mais après, il y a plein de cours qui sont... À l'EPFL, on en a plein, en collaboration avec HEC. Donc, c'est aussi ce qui m'a permis d'avoir des bases pour après intégrer toutes ces nouvelles casquettes. Donc, les cours m'ont beaucoup aidée. Mais c'est vrai que je pense, voilà, de mon éducation, mes parents, ma famille, il n'y a pas forcément... je ne descends pas d'une famille d'entrepreneurs, pas du tout. Donc j'avais pas forcément cette vision-là. Fibre, ouais. Mais la fibre, je sais pas, je pense que maintenant, oui, je l'ai, mais voilà, je ne m'étais pas spécialement projetée comme ça, mais ça m'a aidée. Après, on a la chance ici d'avoir pas mal de structures, d'aides, de cours. Ça m'a pas mal aidée. Et puis après, les cofondateurs aussi ont beaucoup, beaucoup aidé. Et eux ont vu quelque chose, en tout cas au début, que moi, je n'avais pas vu. Et puis bon, maintenant, c'est eux qui me disent que je suis une main de fer dans un gant de velours et que finalement, je suis bien à ma place, je les recadre. Mais au début, non, c'était pas... Enfin voilà, je pense que si on avait demandé à la Margot d'il y a 5 ans ce que tu dois faire de ta start-up, j'aurais dit non. Mais ouais, ça change. Puis c'est ça qui est bien aussi dans la vie, je pense. Absolument, oui. Une question micro derrière celui-ci. Merci. Bonsoir. Je me demandais, en fait, vous avez mentionné master, bachelor, et je me demandais déjà en quoi vous l'avez fait. Et vous avez aussi mentionné du coup que vous étiez une spin-off de l'EPFL. Et est-ce que vous faisiez partie d'un Innovation Lab, ou à quel moment en fait l'idée a émergé pour Enerdrape? Donc alors, ingénieur civil, EPFL, bachelor master spécialisé en énergie. Et en fait, le laboratoire dans lequel j'ai fait ma thèse de master, c'est le laboratoire où justement on a commencé à développer cette technologie. Donc on est spin-off de l'EPFL parce qu'on est encore incubé. Oui, ça se dit. Incubé, ça se dit. Incubé à l'EPFL dans le laboratoire en fait. Donc généralement, ça c'est assez intéressant parce qu'on me dit souvent à l'Innovation Lab, mais en fait il n'y a que des grandes entreprises ou des startups qui sont qui sont pas du tout au même niveau que nous à l'Innovation Lab. Souvent c'est des startups qui sont plus... Il y en a certaines qui arrivent à spin-off là-bas, mais la plupart des spin-off elles viennent quand même du vraiment l'environnement scientifique en fait de l'EPFL à la base. Merci. De rien. Magnifique. Oui, une autre question dans la salle. Bonsoir. Moi, je me demandais, quand vous avez voulu du coup développer votre produit, est-ce que vous avez fait des calculs par rapport à l'impact environnemental qu'a la production de ce produit, et du coup, au bout de combien de temps il est rentable sur le point de vue de l'environnement? Alors oui, on a fait des calculs. Après, comme on est toujours en développement de produit, on n'a jamais le produit, on n'a pas encore le produit final, donc on n'a pas des ACV, les analyses des cycles de vie complètes. Mais ça, c'est assez pratique. Justement, dans des cours de start-up, ils nous ont donné il y a des petits logiciels qui sont un peu simplifiés pour vraiment faire de la comparaison avec d'autres produits pour déjà intégrer ces éléments-là. Donc ça, oui, on avait déjà fait des calculs de ce côté-là.
Et du coup, j'ai pas de réponse claire à donner aujourd'hui sur le retour au niveau environnemental. Après, par exemple, ce qu'on sait, c'est qu'on a entre 70 et 80% moins d'impact que les technologies qui sont actuellement sur le marché. Après, alors même si moi, des fois, ça me fait mal au cœur, hein, mais c'est toujours, il faut toujours, pareil, trouver l'équilibre. C'est vrai qu'au tout début, il y a 3 ans, on voulait faire un produit qu'avec des produits recyclés, qui soient complètement recyclables, qui soient ci, qui soient ça. Et on se rend compte qu'on se met énormément de barrières et qu'en fait, il faut aller étape par étape. Il faut déjà faire un produit qui marche, qui est accepté par le marché, qui intègre quand même ces éléments-là. Nous, on a la chance, comme c'est des échangeurs de chaleur, on a quand même des éléments métalliques. Donc, au niveau recyclabilité, c'est assez bien. On n'a pas de plastique, par exemple. Mais on n'est pas complètement 100% recyclable aujourd'hui. C'est des choses qu'on va continuer à développer. Mais il ne faut pas se mettre trop de barrières des fois, parce que sinon on ne développera jamais. Si on cherche à avoir le produit parfait, il ne sortira jamais sur le marché. Après, au niveau production, par contre, c'était très clair pour nous qu'on voulait, pour un marché européen, faire une production européenne. Pour un futur marché asiatique, une production asiatique. Mais aller construire le panneau en Chine et le ramener ici, c'était de toute façon, ça c'est quelque chose dont on ne voulait pas dès le début. Ouais. Ok, du coup, ça marche? Oui. Votre conseil, c'est si on veut lancer une start-up et puis être une start-up écologique en soi, commencer à petite échelle et puis plus on s'agrandit, plus on va pouvoir devenir durable. C'est ça, il faut avoir une stratégie et avoir la vision et la stratégie dès le début. Mais si on peut le faire, autant le faire. Hein. Mais il ne faut pas se dire je vais rajouter 4 ans de développement pour avoir le produit parfait. Parce que après, peut-être que dans 4 ans, il sera sur le marché, mais vous allez vous rendre compte qu'il faut encore changer ci, encore changer ça. Il y a ce côté très itératif. Dès qu'on a du hardware, il y a beaucoup d'itérations à faire. Et on ne peut pas mettre un produit parfait sur le marché tout de suite. Il faut vraiment aller Donc il faut trouver un équilibre. Je ne dis pas qu'il faut faire tout en plastique, puis dire dans 15 ans, ça sera recyclable, ou ça sera durable. Mais il ne faut pas se mettre peut-être des barrières trop hautes au début, sinon on n'avance pas. Merci. D'autres questions dans la salle? Alors, on repasse en ligne. Alors, du coup, autre question. Est-ce que vous avez un retour d'expérience à raconter sur une difficulté particulière que vous avez rencontrée lors de la création de votre projet? C'est possible. Alors, la création, c'est-à-dire... je sais pas. Je pense une anecdote de façon générale. Une anecdote? Vous avez beaucoup parlé d'équilibre. Peut-être un moment où, quand l'équilibre n'était plus là, comment vous avez fait peut-être pour le retrouver ou quelque chose comme ça? Peut-être Nina va préciser. On attend Nina. Sa question. Ouais, alors je sais pas... comment se dire? Peut-être la question plus générale qui est de qu'est-ce qui a été difficile en expérience peut-être concrète. Est-ce que un jour il s'est passé quelque chose où tu t'es dit oula mais qu'est-ce qui se passe ou ça m'arrive 3 fois par semaine. Ouais. Non mais c'est je pense que j'ai eu un peu une désillusion au début. Un peu ce que je disais au tout début, on avait cette idée, on avait prouvé que ça marchait et on a commencé à aller voir des potentiels clients, même si on savait qu'ils n'allaient pas installer demain. Mais moi, j'étais persuadée qu'ils se disaient « c'est génial, une innovation, c'est durable, on va mettre ça partout ». Non, non. Après, je pense être très spécifique à notre secteur. On m'a dit « oulala, innovation, déjà, il ne faut pas dire ça. Innovation EPFL, tu dis ça à un installateur technique, il te dit « non, j'installe pas ça, je ne connais pas, ça ne va pas marcher, il ne veut pas ». Donc là, ça, j'ai eu un petit choc. Et puis, après c'est aussi d'autres aspects. C'est le marketing, comment donner le bon message aux bonnes personnes. Pour certaines personnes, on parle beaucoup d'innovation. Pour d'autres, on leur dit non, mais c'est bon, le risque, il est très faible, etc. Donc, on joue, entre guillemets, sur plusieurs tableaux. C'est aussi ça, être entrepreneur. Mais j'ai eu un peu, quand on a commencé à aller discuter avec les premiers potentiels, vraiment... pas forcément des clients directs, mais des partenaires. J'ai eu un peu une désillusion sur ça. Je pensais que j'étais un peu trop naïve à l'époque. Mais bon, après voilà, maintenant je sais pourquoi et je sais justement
qu'il faut qu'on ait tous ces pilotes, ces références, et quand on aura notre cahier de références, là par contre on pourra accélérer plein de choses. Mais c'est toujours ça qui est compliqué, c'est toujours d'avoir le premier, comme mettre le tout premier prototype, c'est vraiment ça qui est long et parfois frustrant. Super, merci beaucoup. Pardon. Et du coup, une autre question, est-ce que le Covid a été plutôt frein à l'entrepreneuriat selon vous ou au contraire un tremplin? Alors, je pense que ça dépend beaucoup des domaines. Moi, on m'a beaucoup posé la question au tout début du Covid et je pense que quand on est dans le domaine de la durabilité, clean tech, énergie renouvelable, le problème il est toujours là, Covid ou pas. Donc ça ne va pas trop changer de ce côté-là. Après, nous, c'est plus au niveau opérationnel. Par exemple, on était en train d'installer notre pilote. On a eu beaucoup de retard sur le matériel parce qu'il y a eu beaucoup d'industries qui ont été bloquées, etc. Donc, au niveau opérationnel, ça a été un peu compliqué. Après, je pense que nous, ça n'a pas généré plus de besoins ni les a réduits. Comparé à d'autres, typiquement dans le médical, il y a certaines startups qui ont accéléré énormément. Je pense que ça dépend un peu des domaines, mais dans le domaine durabilité clean tech, le climate change, le réchauffement climatique, j'ai du mal aujourd'hui, ça reste un problème et Covid ou pas, le problème il est toujours là, donc voilà. Après on verra, ils projettent que peut-être au niveau des investissements ou des futurs projets, ça va ralentir certaines choses sur l'année prochaine, ça s'est un peu décalé. Dans le secteur du bâtiment, c'est ce qui est projeté. On verra si c'est le cas. Pour l'instant, nous, on n'a pas trop eu... On a eu des problèmes opérationnels. Sinon, on n'a pas trop vu de changement, mais potentiellement, on les verra peut-être les 2 prochaines années. À voir. J'espère pas, mais... Personne ne l'espère. Ok, merci beaucoup. Une autre question peut-être dans la salle? D'autres questions? Oui, absolument. Bonsoir. Bonsoir. S'il y avait un conseil que vous vous seriez donné, du coup, avec l'expérience que vous avez actuellement acquise dès votre début, ce serait lequel? Juste un à retenir, imaginer. Un à retenir. Pas avoir peur. Aller voir ce que je dirais, c'est aller voir, peu importe ce que vous développez, ce que vous voulez faire, aller voir les gens et poser leur plein de questions. Il faut vraiment tester son idée. Tester son idée. Parce qu'on voit beaucoup, nous c'est ce qu'on nous a appris en cours d'entrepreneuriat, peut-être que vous l'apprenez déjà, je sais pas. Mais il y a beaucoup de gens qui surtout quand c'est son idée, on a tendance à avoir des œillères et on n'écoute pas assez les autres. Il ne faut pas toujours écouter tout le monde, parce que sinon, des fois, on a aussi des mauvais conseils. Mais oui, on a tendance à être sûr que le problème est là, etc. Et il faut vraiment les tester et parler aux gens, parce que parfois, on se rend compte qu'en fait, il y a des... nous, ça nous est arrivé d'ailleurs, il y avait des choses qu'on mettait en avant. On s'est rendu compte que ça avait de l'intérêt, mais sans plus, en fait, vers les clients. Mais par contre, il y avait des choses qu'on avait et qu'on ne mettait pas en avant, parce que pour nous, ce n'était pas intéressant. Et ça, par contre, ça a été le déclencheur pour certains des clients. Donc, aller vraiment tester, et c'est le meilleur moyen, je pense, pour vraiment avoir une solution compatible avec le marché et avoir du succès, en fait. Merci. De rien. Magnifique. Encore peut-être une question ou deux? Non, c'est bon. On est déjà en retard de toute façon, donc c'est pas si mal. Très bien, alors on arrive à la fin du coup de cet événement. Donc merci à toutes et à tous d'y avoir assisté. Merci beaucoup Margot pour ce témoignage très intéressant. Merci pour l'invitation. Merci Marion d'avoir co-animé avec moi cette discussion très intéressante. Merci bien sûr à HEC Aspirance Entreprise, à l'UNIL Hub Entrepreneuriat et Innovation, à Innovation Time pour le côté technique, et merci à tous. À très bientôt avec Oikos ou dans l'entrepreneuriat de façon générale. Bonne soirée. Eh mais on a fait long, hein. Oh là, Ah oui, je savais pas trop le... tomber. Ah, il tombait? Ah, moi ça va. Il tenait. Moi, ça va. Tiens, ouais, peut-être les cheveux, je pense, ça aide. Place aussi. Margot, t'as bien aimé?
c'était intéressant. Ça va, j'ai pas. Non, c'était vraiment très très bien. C'est ouais. bien. Je trouvais ça vraiment très intéressant et très inspirant aussi le côté. Top. Parfait. Bon, merci encore en tout cas pour l'invitation. Bah, avec plaisir, merci à toi d'être venu. Il va y avoir un petit apéro, hein. C'est juste si tu veux rester un petit moment. Ça va. Ah ouais, je savais pas si on a prévu 50 minutes ou 1 heure. Je savais pas trop. Ah, c'est moi, je me dis, oh, ça va, il reste 3 minutes, il reste 10 minutes. Ouais, après on a.